comment représenter l'atome dans son état fondamental et dans son état excité? Eh bien, pour faire ça, on peut utiliser ce genre de diagramme. Alors ici, il a été représenté pour l'atome d'hydrogène, mais il existe des diagrammes équivalents pour chacun des atomes. Sur un axe vertical, orienté vers le haut, avec l'énergie croissante vers le haut, on a représenté les différents états d'énergie que peut avoir l'atome d'hydrogène. L'état le plus bas, qui est noté E0, c'est l'état fondamental. C'est l'état le plus stable. Et puis, on a des états excités, décrits par E1, E2, E3, etc. En fait, il existe une infinité d'états excités, mais là, on a simplifié la chose, on a peut-être représenté. Il y a une petite complication, c'est que cette échelle, elle est négative, et elle tend vers 0, et elle ne dépasse pas 0. Alors pourquoi? Tout simplement parce que un atome qui a une énergie nulle, ce n'est plus un atome. Un atome qui a une énergie nulle, c'est un noyau et des électrons qui sont séparés. On a ionisé totalement cet atome. Par exemple, dans le cas de l'atome d'hydrogène, on n'a plus qu'un proton H+, et un électron qui ne sont absolument plus liés. Vous voyez qu'il y a une petite complication aussi, c'est que les énergies ne sont pas exprimées en joules, mais dans une unité qui est plus appropriée, qui s'appelle l'électron-volt. Il y aura donc des conversions à faire. Enfin, il faut remarquer que ces niveaux d'énergie sont extrêmement bien quantifiés, très précis. On ne peut pas avoir un niveau d'énergie pour un atome intermédiaire. C'est soit ça. Il n'en existe pas d'autre. Ça veut dire que pour passer par exemple du niveau d'énergie E0 à E1, pour effectuer la transition E0-E1, il faut apporter très précisément la différence d'énergie entre les 13,6 électronvolts qui sont là et les 3,40, soit 10,2 électronvolts. Pour permettre la transition de E0 à E2, il faudra donner la différence entre 1,51 et 13,6 électronvolts. Inversement, quand l'atome va se désexciter, par exemple lorsqu'on observera la transition E2-E1, eh bien il émettra un photon d'énergie qui correspondra à la différence entre 1,51 et 3,40 électronvolts. L'atome d'hydrogène ne peut être qu'en dans des états quantifiés d'énergie. Il ne peut pas se trouver à des états intermédiaires. Imaginons qu'on dispose d'un photon d'énergie 10,2 électronvolts qui correspond précisément à la différence d'énergie entre l'état E0 et E1. Eh bien, ce photon va permettre la transition E0, E1. L'atome, une fois excité, va avoir tendance à retrouver son état fondamental en libérant à nouveau un photon de 10,2 électronvolts. Maintenant, que se passe-t-il si on peut obtenir la transition entre E0 et E2? Pour ça, il faut amener 12,1 électronvolts. Eh bien, imaginons qu'on ait justement un photon de 12,1 électronvolts qui rencontre cet atome. On va pouvoir observer l'excitation, la transition E0, E2. Et dans un deuxième temps, on va repasser à l'état fondamental en libérant 12,1 électronvolts. Mais il y a une autre possibilité. C'est de passer de l'état E2 à l'état E1, en libérant d'abord un photon de 1,9 électronvolts, puis de l'état E1 à l'état E0, en libérant un deuxième photon de 10,2 électronvolts. La désexcitation peut se faire étape par étape. Lorsque les variations d'énergie sont faibles, lorsque les niveaux d'énergie sont rapprochés, les photons mis en jeu sont des photons de l'infrarouge. Lorsque les différences d'énergie sont très grandes, les photons mis en jeu sont plutôt dans l'ultraviolet. Enfin, pour les transitions intermédiaires, ces photons sont des photons de lumière visible. Essayons maintenant de mieux comprendre, de comprendre définitivement la relation qui existe entre les spectres de raies et les niveaux d'énergie des atomes. Imaginons un atome qui s'appelle X. Il a deux niveaux d'énergie,
pour l'instant il est dans son état fondamental, eh bien pour permettre la transition E0-E1, il faut un photon de longueur d'onde 560 nanomètres, c'est-à-dire jaune. Eh bien, si de la lumière arrive sur cet atome, le photon jaune est capté, l'énergie est cédée à l'atome qui passe dans un état excité. Bien sûr, au cours de sa désexcitation, cet atome va libérer le même photon de 560 nanomètres dans une direction strictement aléatoire. Pour un observateur qui regarde une étoile, ce qu'il est censé voir, eh bien, c'est un spectre continu, strictement continu, puisqu'il s'agit, eh bien, d'une étoile et donc d'une source incandescente. Mais si entre les deux, entre l'étoile et puis l'observateur, on a un nuage qui contient des atomes de X. Alors là, on en a représenté un seul, mais il faut bien imaginer que un nuage qui contient des atomes de X est un nuage qui contient des milliards de milliards de milliards de milliards d'atomes de X. Eh bien, l'étoile émet de la lumière. C'est un spectre continu. Le jaune est absorbé par l'atome qui passe dans son état excité. Et donc pour l'observateur, ce qu'on va voir, eh bien c'est un spectre continu auquel il va manquer une raie dans le jaune. Les photons de 560 nanomètres. C'est un spectre de raie d'absorption. Imaginons le même observateur, qui cette fois-ci regarde à côté de l'étoile. Qu'est-ce qu'il va voir? Dans la mesure où il n'est pas en vue directe de l'étoile, il ne va rien voir. Donc il voit un spectre noir, un spectre vide. Maintenant, imaginons que le même observateur regarde en direction du nuage d'atomes de X. Il faut bien comprendre encore une fois qu'il y a des milliards de milliards de milliards de cet atome. La lumière de l'étoile est captée. Les photons jaunes sont absorbés. Et au cours de la désexcitation, ils vont être réémis dans une direction aléatoire. Et forcément, comme il y a des milliards de milliards de milliards d'atomes, l'observateur va voir ces photons jaunes. Ce qu'il voit, c'est une raie jaune sur un fond sombre. C'est un spectre de raie d'émission. Ça nous permet d'interpréter l'existence de raies, qui sont caractéristiques donc des éléments chimiques, et puis qui nous permettent de reconnaître sur ces spectres la présence d'éléments chimiques.